L'accartement. Regardez l'Afghanistan sur un planisphère, un pays sans façade maritime, encerclé de tous côtés par d'autres terres, hérissé de chaînes de montagnes qui semblent l'isoler du reste du monde, comme une île au milieu des continents. Et pourtant, pendant des siècles, ce territoire enclavé, coupé de toute mer, a été l'un des carrefours les plus fréquentés de l'histoire humaine, le point de passage obligé entre la Perse, l'Inde, la Chine et les steppes d'Asie centrale. Comment un lieu que la géographie semble condamner à l'isolement est-il devenu, au contraire, un lieu de passage permanent ? C'est peut-être la question la plus honnête que l'on puisse poser sur l'Afghanistan, et c'est en cherchant à y répondre que l'on comprend vraiment comment vivent ses habitants aujourd'hui, dans leurs gestes les plus simples, du lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Pour comprendre ce paradoxe, il faut d'abord regarder le relief lui-même. L'Afghanistan est traversé en son centre par les sommets colossaux de l'Hindoukouche, une chaîne qui divise le pays presque en deux et qui a vu passer, au fil des siècles, des armées, des caravanes de marchands et des voyageurs mystiques. Autour de ces montagnes s'étendent des déserts brûlés par le soleil, des plaines fertiles comme celle de Chamali et des vallées encaissées comme celle du Panjshir. C'est un pays de contraste extrême de l'aridité la plus totale, à des versants où l'eau de fonte des neiges dessine des oasis vertes. Cette géographie n'est pas un simple décor. Elle est la cause première de tout ce qui va suivre, la contrainte fondatrice autour de laquelle une civilisation entière a dû s'organiser. Car cette même chaîne de montagnes qui isole crée aussi des passages étroits, des cols que les caravanes empruntaient parce qu'il n'existait pas d'autre route possible entre l'Asie du Sud, l'Asie centrale et le Moyen-Orient. L'isolement géographique, en réalité, produisait l'inverse de ce qu'on pourrait attendre une position de passage obligé. C'est là le premier maillon de la chaîne causale. Le relief contraint, mais cette contrainte même crée un avantage stratégique. Et cet avantage stratégique, à son tour, façonne la façon dont les gens s'organisent, commercent, se déplacent et vivent ensemble encore aujourd'hui. Mais vivre entre des montagnes vertigineuses et des déserts asséchés impose une autre contrainte, plus rude celle-là, l'eau. Dans cette terre aride, l'eau n'est jamais une évidence. Elle est une ressource qu'il faut arracher au sol, canaliser, protéger. Et c'est là que l'adaptation humaine devient proprement remarquable. Depuis des siècles, les agriculteurs afghans dépendent de systèmes d'irrigation anciens appelés carrés ou kana. Ce sont des prouesses d'ingénierie, des tunnels souterrains à pente douce, creusés à la main, qui captent les nappes phréatiques situées au pied des montagnes et acheminent l'eau sur des kilomètres jusqu'aux champs, en limitant au maximum l'évaporation sous le soleil brûlant. Entretenir un carrez n'est pas une affaire individuelle. C'est une responsabilité collective, transmise de génération en génération, qui rappelle chaque jour à toute une communauté qu'elle dépend des autres pour survivre. On pourrait y voir une leçon assez universelle, non ? Combien de sociétés, ailleurs, ont oublié cette évidence simple que l'eau qu'on ne partage pas, personne n'en profite longtemps. Cette contrainte de l'eau et du relief a façonné une autre réponse humaine, plus mobile celle-là. Dans les vastes régions montagneuses, où la terre ne peut pas être cultivée toute l'année, des communautés nomades et semi-nomades, comme les Kouchis, ont choisi de suivre leurs troupeaux de moutons et de chèvres le long d'anciennes routes migratoires, en quête de pâturage selon les saisons. Leur mode de vie est peut-être la preuve la plus frappante de ce que la géographie afghane exige, non pas la soumission au territoire, mais un dialogue permanent avec lui, une capacité à se déplacer avec la terre plutôt que de la forcer. De cette même contrainte naît aussi la vie sédentaire, dans les vallées fertiles où l'on cultive le blé, le riz et le maïs, où l'on peut aussi faire pousser des fruits et des fruits secs qui ont fait la réputation du pays bien au-delà de ses frontières, notamment autour de Kandahar et dans les provinces du Nord. Le travail y est physiquement exigeant,
rythmé par les semailles et les récoltes, un cycle où l'effort et l'attente patiente se répondent sans cesse. Rien n'est acquis dans une terre pareille. Tout se mérite, chaque saison, à nouveau. Et c'est précisément parce que la survie dépend d'une gestion collective de ressources rares que la structure sociale afghane s'est construite autour d'un principe simple: l'individu ne survit pas seul. La famille, souvent multigénérationnelle, grands-parents, parents et enfants sous le même toit, devient le centre de toute l'existence économique et sociale. Dans les maisons, qu'il s'agisse de constructions modestes en pisé à la campagne ou d'habitations en béton dans les villes, la vie s'organise derrière des murs de cour qui protègent l'intimité et offrent un espace sûr aux enfants pour jouer. C'est là, chaque matin, avant même le lever du soleil, que tout commence, avec l'adhan qui résonne depuis la mosquée du quartier, non pas comme une alarme, mais comme un appel spirituel qui marque doucement le passage de la nuit tranquille aux activités du jour. Après la première prière, le fajr, le pays s'éveille lentement. Dans les villes comme Kaboul ou Mazar-i-Sharif, l'air du matin se remplit vite de l'odeur du naan tout juste sorti du four, ce pain plat omniprésent qui accompagne chaque repas. Des boulangers, souvent installés dans de petites affaires familiales transmises de père en fils, plaquent habilement la pâte aplatie contre les parois brûlantes du tandoor, le four en terre traditionnel, produisant des centaines de pains destinés à être rapportés chez soi, encore chauds, pour le petit déjeuner. Il y a quelque chose de très reconnaissable dans cette scène, non ? Cette odeur du pain qui annonce que la journée commence vraiment, cette petite boulangerie de quartier où tout le monde se connaît, où l'on demande des nouvelles de la famille, avant même de parler du prix du pain. Beaucoup, ailleurs dans le monde, ont connu une version de ce rituel, dans une boulangerie de village, avant que les grandes surfaces n'en effacent le souvenir. Dans les villages nichés au creux de vallée, comme celle du Panchir, la journée commence différemment, avec les sons de la vie agricole, le meuglement du bétail, le bêlement des moutons, les premières tâches liées à la terre. Là, c'est la présence des animaux et les besoins des champs qui rythment le réveil. L'eau est parfois recueillie à une source communautaire ou à un puits creusé à la main, une tâche qui revient souvent aux femmes et aux enfants du foyer. Et puis vient la première tasse de chai, de thé, un rituel précieux, un moment de contemplation silencieuse avant que ne commence l'effort physique de la journée. On pourrait presque sentir la chaleur de cette tasse entre les mains, cette pause avant l'effort que tant de cultures rurales ont connu et que beaucoup regrettent d'avoir perdu en accélérant leur propre rythme de vie. La routine matinale, dans ce type de foyer, est un effort partagé, une chorégraphie silencieuse de tâches qui renforce les liens familiaux plus qu'elle ne les contraint. La grand-mère garde peut-être les plus petits pendant que la mère prépare le petit déjeuner. Un fils aîné se charge de nourrir les bêtes de la famille. La vie avance à un rythme humain, guidé par un profond respect de la tradition et une compréhension très pragmatique des exigences du quotidien. Cette contrainte géographique de rareté et de dépendance mutuelle produit une autre conséquence directe, le bazar. C'est là que le rythme de la vie collective se perçoit le plus clairement, le cœur vibrant de chaque ville et de chaque village. Ce n'est pas un simple marché, c'est le système nerveux central de la communauté, un lieu d'échange, d'interaction sociale et de circulation des nouvelles. Des agriculteurs des environs y apportent leurs produits, des tas de tomates brillantes, des sacs de pommes de terre, des paniers de fruits de saison, le visage marqué par le soleil, pour les vendre directement aux habitants des villes. Les petits commerçants, qui ont souvent hérité leur métier de leurs parents et grands-parents, tiennent leurs étals avec une fierté discrète. L'air se charge d'un mélange d'odeurs, l'arôme terreux du cumin et de la coriandre, le parfum sucré du pain chaud, l'odeur pénétrante du cuir travaillé. Les sons se mêlent en un bourdonnement constant et vivant, le martèlement rythmique du marteau d'un forgeron,
les appels persuasifs des vendeurs qui vantent leurs marchandises, le murmure d'innombrables conversations, le tintement des tasses de thé d'une chacana voisine, une maison de thé. Ces maisons de thé sont de véritables institutions sociales, fréquentées surtout par les hommes, où se concluent des affaires, où circulent les nouvelles, où se maintiennent les amitiés autour de tasses interminables de thé vert ou noir. Dans cette société si soudée, l'anonymat est presque un concept étranger. Chaque transaction est personnelle, précédée souvent de questions sur la famille, sur la santé. Cette interdépendance se formalise dans des traditions comme le hachar, une forme de travail communautaire. Si une famille a besoin de construire une nouvelle maison, de réparer un canal d'irrigation ou de rentrer une récolte, le village entier se mobilise pour l'aider, sans rien attendre en retour. C'est un contrat social tacite, la conviction profondément ancrée que le bien-être de chacun est indissociable du bien-être de tous. On pourrait se demander, en observant cela de l'extérieur, ce que nous avons perdu, nous, en construisant des sociétés où l'on ne connaît parfois même pas le nom de son voisin de palier. Est-ce le prix inévitable du confort moderne, ou bien un choix qu'on pourrait encore, ici ou là, refuser de faire complètement? Cette même terre difficile a aussi produit, par nécessité, une extraordinaire diversité humaine, car les contraintes du relief ont isolé des groupes entiers les uns des autres, chacun développant sa langue, ses coutumes, son histoire propre, tout en restant liés aux autres par le même sol. Les Pashtuns, traditionnellement pasteurs, concentrés au sud et à l'est, ont bâti une solide structure tribale, régie par un code de conduite appelé le Pashtunwali. Les Tadjiks, en majorité de langue persane, installés au nord et à l'ouest, ont une longue histoire de vie urbaine, souvent associés à des villes au patrimoine culturel considérable comme Hérat. Les Hazaras, d'ascendance centra-asiatique, habitent les hautes terres montagneuses du centre et possèdent une histoire et une culture qui leur sont propres. Au nord, les Ouzbeks et les Turkmènes conservent des liens culturels et linguistiques forts avec leurs homologues d'Asie centrale. Cette diversité, née directement des contraintes du relief, est devenue la source d'une identité nationale complexe et vivante. Et pourtant, à travers tous ces groupes, un ensemble de valeurs communes fournit un cadre culturel unificateur, une réponse humaine partagée face aux mêmes défis du territoire. Les traditions islamiques structurent la vie quotidienne, guident la conduite morale, les rituels de chaque jour, le rythme de l'année, marqué par des fêtes comme l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha. L'hospitalité y est un devoir sacré, une pierre angulaire de toute la culture. Le concept de Melmastia, l'accueil de l'invité, constitue une obligation sociale profonde. Un voyageur qui arrive dans un village, même un parfait inconnu, sera accueilli par une famille locale. On lui donnera la meilleure chambre de la maison, on lui offrira le meilleur repas que la famille puisse préparer, on le protégera comme s'il faisait partie de la famille. Refuser une telle hospitalité serait une offense grave. Le respect des anciens constitue un autre pilier fondamental. La sagesse et l'expérience des générations plus âgées sont profondément valorisées. Lorsqu'une personne âgée entre dans une pièce, les plus jeunes se lèvent. Ce sont eux qui sont servis en premier lors des repas, et leur avis compte dans toutes les décisions importantes concernant la famille ou la communauté. La structure familiale est patriarcale. L'homme le plus âgé faisant office de chef de famille, mais les femmes âgées, en particulier les grands-mères, exercent une influence considérable dans la sphère domestique. Cette révérence pour le passé et pour les ancêtres procure un sentiment puissant de continuité et d'appartenance, ancrant chaque individu dans une lignée longue et dont on est fier. Cet héritage s'exprime aussi à travers l'art, en particulier la poésie. Les vers de grands poètes de langue persane comme Rumi, né à Balkh, continuent d'être récités et appréciés aujourd'hui encore. La musique traditionnelle, centrée sur des instruments comme le rubab à cordes,
et des savoir-faire comme l'art minutieux du tissage de tapis témoignent encore d'un héritage culturel profond et durable, transmis de main en main plutôt qu'écrit dans des livres. Cette même géographie de rareté explique aussi la place centrale de la nourriture dans la vie quotidienne. Une nourriture pensée pour être partagée plutôt que consommée seule. La cuisine afghane s'organise autour de quelques aliments de base, surtout le pain et le riz. Le naan, cuit dans le four en terre du tandoor, accompagne chaque repas. Il est bien plus qu'un simple aliment, c'est un ustensile à part entière, utilisé pour saisir les ragoûts et les autres plats. Le riz constitue l'ingrédient principal, aussi bien des repas de fête que des repas ordinaires. Des plats comme le kabouli pala, un pilaf parfumé à l'agneau tendre, aux carottes et aux raisins secs, sont considérés comme le plat national, symbole d'hospitalité et d'art culinaire. Cette agriculture, cette gestion patiente de l'eau, ce commerce de proximité, tout cela produit une économie qui repose avant tout sur les petites entreprises et un secteur informel florissant. Dans les villes et les villages, les marchés locaux regorgent d'artisans et de créateurs. Les tisserands du Nord réalisent des tapis aux motifs complexes, dont les dessins racontent l'histoire de leur tribu. Les fabricants de céramique de Herat produisent ces carreaux d'un bleu éclatant qui ornent les mosquées de la ville. Des artisans du cuivre à Kaboul façonnent plateaux et récipients décoratifs. La vie économique est, la plupart du temps, une affaire familiale où chacun contribue à faire vivre le foyer. En l'absence d'un emploi formel largement répandu, c'est cette ingéniosité, cette capacité à créer de la valeur à partir d'un petit lopin de terre ou d'un savoir-faire transmis qui devient la clé de la survie. Cette proximité constante avec la terre a également produit une connaissance écologique très fine chez les paysans et les bergers. Une sagesse transmise de génération en génération. Ils savent lire le ciel dans la forme des nuages, savent où trouver les meilleurs pâturages, savent gérer cette ressource si précieuse qu'est l'eau. Cette connexion profonde avec le sol nourrit un sentiment puissant d'appartenance et d'identité. Pour beaucoup d'Afghans, leur village, leur vallée, leur terre ancestrale est le centre de leur monde. Une géographie presque sacrée qui conserve les histoires de leur famille et de leur peuple. La terre n'est pas simplement une ressource à exploiter. Elle est un héritage transmis par les ancêtres, qu'il faut préserver pour les générations à venir. Mais cette même géographie contraignante, celle des montagnes et des distances, continue aujourd'hui de produire ses propres conséquences, y compris dans la vie moderne. Malgré son relief accidenté et son caractère profondément traditionnel, l'Afghanistan est un pays en mouvement constant, qui se connecte lentement et de façon inégale au monde contemporain. Un réseau de routes, certaines fraîchement pavées, relie les principales villes, servant d'artère vitale pour le commerce et les déplacements. L'image d'un bus richement décoré ou d'un taxi collectif rempli de passagers fait partie du paysage quotidien, symbole du mouvement constant de gens qui cherchent du travail, rendent visite à leur famille ou accèdent à des services. Un trajet dans l'un de ces bus est presque un microcosme de la société afghane tout entière. C'est une expérience collective où les passagers partagent nourriture et conversation, où la musique est souvent forte, où le véhicule s'arrête fréquemment pour la prière, pour manger ou au point de contrôle. Ces trajets peuvent être longs et éprouvants, mais ils constituent un lien vital entre les différentes régions du pays. Dans les régions montagneuses les plus reculées, en revanche, l'infrastructure demeure limitée. Là, les déplacements dépendent souvent de pistes non pavées qui deviennent impraticables au moindre mauvais temps. Et les principaux moyens de transport restent la marche à pied ou les bêtes de somme, comme les ânes. Ce contraste marqué entre des centres urbains en développement et des zones rurales isolées est l'une des caractéristiques qui définissent l'Afghanistan d'aujourd'hui. À Kaboul, on peut voir des embouteillages et des véhicules modernes, mais à 1 heure de route à peine,
le paysage donne l'impression de n'avoir pas changé depuis des siècles. Pourtant, la technologie moderne comble peu à peu certains de ces écarts. Le téléphone portable est devenu omniprésent, même dans les villages les plus reculés. C'est un outil pour rester en contact avec des membres de la famille qui travaillent peut-être dans une autre ville ou même dans un autre pays. Il permet aux commerçants de vérifier les prix du marché et facilite l'accès à des services bancaires mobiles dans des zones dépourvues d'agences physiques. Pour la jeune génération, c'est une fenêtre ouverte sur le monde extérieur, une source d'information et de divertissement que leurs parents n'ont jamais connue. Cette modernisation progressive est un processus complexe, porteur à la fois d'opportunités et de défis, alors qu'une nouvelle génération cherche son chemin entre les anciennes coutumes et les nouvelles réalités. Et c'est peut-être là que se joue le vrai dilemme de l'Afghanistan contemporain. Pour les jeunes, qui représentent une grande partie de la population, la vie est un équilibre délicat entre honorer la tradition et espérer un avenir différent. L'accès à l'éducation reste l'un des plus grands défis du pays, mais c'est aussi la source de ses plus grands espoirs. Dans les villes, des écoles et des universités offrent aux jeunes, garçons et, dans la mesure du possible, jeunes filles, la possibilité d'acquérir des connaissances et des compétences. L'ambiance en classe est souvent simple, parfois dépourvue de technologies récentes ou même de matériel de base, mais elle est portée par une envie d'apprendre bien réelle. Le maître ou ustad y est une figure profondément respectée. Pour beaucoup, l'éducation est perçue comme la clé d'une vie meilleure, une manière de reconstruire son pays et de participer à un monde globalisé. Mais le chemin n'est pas simple. Dans de nombreuses zones rurales et conservatrices, l'accès à l'éducation reste limité, en particulier pour les filles. Les aspirations de la jeune génération entrent souvent en tension avec les attentes des aînés et les contraintes de la société. Un jeune homme peut étudier l'informatique à l'université de Kaboul, puis rentrer chez lui, dans un foyer traditionnel où les décisions importantes de la vie, comme le choix de son conjoint, restent prises par la famille. Ils vivent avec un pied dans le XXIe siècle et l'autre dans un monde de tradition ancestrale. Est-ce un déchirement ou au contraire une forme d'équilibre que nous, ailleurs, avons perdu en rompant trop vite avec nos propres traditions familiales ? Leurs espoirs ne consistent pas à abandonner leur culture, mais à trouver le moyen d'y intégrer de nouvelles connaissances et de nouvelles opportunités pour aider leur famille et leur communauté d'une manière différente. Le passage du jour à la nuit marque, lui aussi, un changement profond dans le rythme de vie, une conséquence directe de cette organisation sociale centrée sur la famille et la communauté. Les heures de lumière sont consacrées au travail, au commerce, aux activités publiques. Les rues et les bazars bourdonnent d'énergie, reflet d'une société bâtie sur le travail acharné et l'échange social. Puis, à la tombée du jour, un sentiment de calme s'installe. La vie se replie sur elle-même, s'éloignant des espaces publics pour retrouver le refuge du foyer. Le soir est un moment pour la famille. Après la dernière prière de la journée, les familles se retrouvent pour partager le dîner, discuter, boire du thé. Les quartiers deviennent silencieux, les bruits de la circulation et du commerce cédant la place au murmure des conversations qui s'échappent des cours intérieures. La vie sociale y est simple et intime, rendre visite à des proches, partager des histoires ou simplement savourer la tranquillité du soir. Les grands-parents racontent parfois des contes populaires aux enfants, ou un membre de la famille récite un poème. C'est dans ce repli nocturne, dans ces moments de calme partagés sous un ciel étoilé, que les liens familiaux se renforcent et que chacun recharge ses forces pour affronter les exigences du jour suivant. Mais il serait malhonnête de raconter cette vie sans dire aussi combien elle reste marquée par des défis profonds, des défis qui, eux aussi, trouvent leur origine dans la dureté du territoire et dans des décennies d'épreuves.
Les difficultés économiques sont une réalité constante pour la majorité de la population. Pour un père de famille, cela signifie l'inquiétude quotidienne de savoir comment payer la farine et l'huile de cuisine. Pour un jeune, cela signifie des opportunités d'emploi limitées, même après des études. L'accès aux services de base, soins médicaux, eau potable, électricité fiable, demeure un défi de taille. Pour une mère dans un village rural, cela peut vouloir dire marcher des kilomètres chaque jour pour aller chercher de l'eau à une source propre. Le paysage, malgré toute sa beauté, peut se montrer impitoyable hiver rude, sécheresse, menace constante de catastrophes naturelles comme les tremblements de terre ou les inondations. Pour les Afghans ordinaires, ce ne sont pas des questions abstraites. Ce sont des réalités concrètes et quotidiennes qu'il faut affronter avec une patience, un courage et une résilience immense. Et c'est peut-être précisément face à ces épreuves que se révèle le plus clairement la force du caractère afghan, la capacité à trouver des moments de joie, à célébrer un mariage avec musique et danse, à accueillir un nouveau-né avec espoir, à maintenir une foi profonde face à l'incertitude. Le combat pour nourrir sa famille, éduquer ses enfants et construire une vie paisible témoigne d'une force d'âme que peu de circonstances, aussi rudes soient-elles, parviennent à briser complètement. Alors revenons à notre point de départ, à ce paradoxe de la carte. Un pays sans accès à la mer, cerné de montagnes, que l'on pourrait croire condamné à l'isolement, est devenu au contraire, à travers toutes les générations, un lieu de passage, de rencontre, d'échange, précisément parce que ses habitants ont su transformer chaque contrainte du relief en une forme d'organisation collective. L'eau rare a produit le carèse et l'entraide villageoise, l'aridité a produit le nomadisme et la transhumance, l'isolement montagneux a produit une mosaïque de peuples et d'eux, langues qui, ensemble, composent une identité nationale d'une richesse rare. La géographie n'a pas seulement façonné le relief du pays, elle a façonné la manière dont les Afghans se parlent, se protègent, se nourrissent et transmettent ce qu'ils sont à leurs enfants. La vie en Afghanistan reste ainsi une étude de contraste entre un passé traversé d'épreuves et un avenir encore à écrire, entre les rythmes intemporels de la vie rurale et l'accélération du changement dans les villes, entre des difficultés immenses et une capacité de résilience plus grande encore. C'est un lieu que l'on réduit souvent à une perspective étroite, alors que sa réalité est infiniment plus riche, plus humaine, plus complexe. Ici, au-delà des cartes et des lignes de frontières, se trouve une nation de gens ordinaires engagés dans ce projet universellement humain qui consiste à bâtir une vie, fonder une famille, donner un sens à l'existence. Ici, la vie se mesure à la force des liens familiaux, à la chaleur de l'hospitalité, à la dignité discrète du travail quotidien et à la puissance durable de la foi. Les montagnes demeurent les témoins silencieux de cette histoire, et les lumières qui s'allument dans les vallées à la tombée de la nuit sont comme des signaux d'une espérance qui ne s'éteint jamais. On peut se demander, en refermant cette histoire, ce que nous aurions fait, nous, à la place de ces familles, si notre propre vie avait dû composer avec des montagnes aussi hautes, une eau aussi rare, un avenir aussi incertain. Peut-être est-ce la question la plus honnête à se poser, et chacun, sans doute, y répondrait un peu différemment.